Hey, bienvenue sur la chaîne de Richman. Donc, pour le défi 27 jours, 36 livres, la vidéo numéro 17, donc le 19e livre, parce que la première vidéo j'ai fait 3 livres d'un coup, je vais vous parler du livre Blink, The Power of Thinking Without Thinking de Malcolm Gladwell. Alors, Malcolm Gladwell, c'est un mec qui est né en Angleterre et qui a une coupe de fou toujours un peu sur ses vidéos, une tête un petit peu chelou. Qui écrit en tant que journaliste au New Yorker et qui est aussi écrivain. Alors ce livre, bon, comme vous pouvez le voir, best-seller, machin, blablabla, on s'en fout. Moi, ce que je vais vous parler, c'est du livre. Ce livre, c'est un recueil de plein d'histoires, de plein d'expériences de psychologues. Voilà, donc rentrons direct cash dans le vif du sujet. Le livre, il a 7 chapitres, il a une introduction, il a une conclusion, il a une postface, il a même un chapitre chelou, enfin un truc où c'est un guide de groupe de lecture, enfin bref, voilà. De façon générale, donc c'est un recueil d'anecdotes, d'histoires réelles, d'expériences, etc. Alors, commençons par le premier chapitre. Premier chapitre, il nous parle des travaux des professeurs Gottman et Carrière. Et le professeur Gottman, lui, il affirme qu'il lui suffit de 3 minutes d'observation pour pouvoir prédire si un couple va divorcer ou pas. Alors, comment est-ce qu'il fait? Ben voilà, lui, il a une technique, c'est qu'il considère qu'il y a 4 éléments clés qu'il appelle les 4 cavaliers. L'attitude défensive, l'attitude évasive, la critique et le mépris. Et lorsqu'il décèle le mépris, hein, parce que c'est pour lui la partie, le cavalier le plus important, lorsqu'il décèle le mépris, généralement, bah après, patatras, ils vont divorcer. Dans le bouquin, il montre que bah ouais, sa théorie, ça marche. Ensuite, voilà, il va nous décrire les travaux du professeur Gosling. Professeur Gosling, il a fait une étude qui quand même, enfin, moi, qui m'a vraiment scié. C'est la suivante. Voilà, imaginez que votre employeur il propose, ils veulent mieux vous connaître et il vous propose deux options. Option numéro un, quelqu'un qui va passer du temps avec vous pendant un an, il va aller boire des coups avec vous, il va aller au ciné, etc. Pour mieux vous connaître, hein, de sorte que ce soit votre pote. Ou deuxième option, il envoie quelqu'un chez vous qui reste 30 minutes pendant que vous n'êtes pas là, et voilà, il étudie votre appart et au bout de 30 minutes, ça y est, terminé, c'est fini. Donc, quelle option choisiriez-vous? C'est ça la question qu'il vous pose. Donc c'est à vous d'y répondre. Alors lui, il fait l'expérience suivante. D'abord, il considère qu'il y a 4 éléments qui sont importants pour décrire la personnalité d'un individu. L'extraversion. Numéro 2, la sympathie. Numéro 3, la conscience ou l'esprit consciencieux. Numéro 4, la stabilité émotionnelle. Numéro 5, l'ouverture aux nouvelles expériences. Eh bien, il a sélectionné 80 étudiants, sélectionnés au hasard, hein, il ne les a pas choisis en fonction de profil psychologique, il a pris 80 étudiants au hasard, et il leur a soumis un questionnaire à choix multiples qui permet de mesurer donc ces 5 éléments. Ensuite, pour ces 80 étudiants, il a sélectionné des amis proches, leurs amis proches, et il leur a soumis le même questionnaire en leur demandant évidemment de décrire leurs amis. Donc, de décrire, de décrire au mieux leurs amis proches. Et ensuite, il a sélectionné un autre groupe de gens qui ne connaissaient pas les 80 étudiants, et il leur a soumis le même questionnaire, mais, parce que vous allez dire, s'ils ne les connaissent pas, comment ils peuvent remplir le questionnaire, la condition, c'était qu'ils visitent leur chambre pendant 15 minutes. Donc, le groupe d'inconnus a visité la chambre des sujets pendant 15 minutes. Et bien, les résultats de cette expérience, pour les deux premières qualités, enfin deux premiers éléments importants, c'est-à-dire à savoir l'extraversion ou la sympathie, bah, évidemment, le groupe des amis proches a fait un meilleur score que le groupe des gens qui ne connaissaient pas. Quand on dit meilleur score, ça veut dire que le groupe des amis proches bah, décrit leurs amis de façon plus proche de ce que les sujets eux-mêmes avaient dit d'eux-mêmes que le groupe des gens qui ne connaissaient pas. Donc jusqu'ici, on va dire, c'est très logique. Par contre, lorsqu'il s'est agi plutôt, pardon, de traiter des 3 autres éléments, donc à savoir le fait d'être consciencieux, le fait d'être stable émotionnellement et le fait d'être ouvert aux nouvelles expériences,
Eh bien, il se trouve que le groupe, j'allais dire aveugle, le groupe qui ne les connaît pas, le groupe des inconnus, qui a juste observé les chambres, donc à partir de l'observation de la chambre, ils ont mieux déterminé si le sujet était consciencieux, s'il était stable émotionnellement et s'il était ouvert aux nouvelles expériences que le groupe des amis proches. C'est quand même assez bluffant. Enfin, moi, je trouve que c'est assez hallucinant que la simple observation d'une chambre permette d'établir une analyse pertinente de savoir si on est consciencieux, si on est stable émotionnellement ou si on est ouvert aux nouvelles expériences. Le chapitre 2, lui, il a d'abord parlé d'une expérience faite par des chercheurs néerlandais qui ont fait une expérience qui consiste à donner 10 séries de 5 mots et à demander au sujet de choisir 4 mots pour chaque série, de faire une phrase pour chaque série, le plus rapidement possible. Les mots n'ont pas été choisis au hasard, en fait les mots ils évoquent de façon directe ou indirecte le rapport avec la vieillesse. Et cette simple évocation, eh bien, a une influence sur le sujet qui va agir comme un vieux, qui va ralentir son processus, etc. Des chercheurs américains sont allés plus loin et les conclusions qu'ils ont obtenues sont assez dramatiques. Lorsque ils ont fait passer des tests d'intelligence des Afro-Américains et qu'ils ont mis la rubrique sélectionner votre race, ce qui est souvent le cas aux États-Unis, je rappelle, je fais une parenthèse parce que ça me paraît très important de rappeler cette chose-là. Le concept de race n'est absolument pas pertinent concernant l'espèce humaine. Les Américains sont des sombres crétins et des inconscients de continuer à utiliser cela. Et je le dis clairement, j'assume totalement mon propos. Les Américains sont des crétins et des idiots de continuer à utiliser ce concept-là. Ce concept-là est nuisible pour les mentalités et de plus, il n'est scientifiquement absolument pas adapté à l'espèce humaine. Et ce n'est pas mon point de vue solitaire. Je vous mettrai un lien de Wikipédia dans la description. Et pour ceux qui ne sont pas contents de Wikipédia, ben vous allez consulter les sources de Wikipédia. Ce sont des sources scientifiques. Le concept de race n'a pas de valeur scientifique lorsqu'il est appliqué à l'espèce humaine. Je pense que c'est une vérité qu'il faut rappeler parce qu'on est bombardé par les films américains, par les séries américaines, et qu'en France, de plus en plus, on commence à parler de race, ce qui est une régression scientifique et historique. Au 19e siècle, les gens ils parlaient de race parce qu'ils étaient incultes, ignorants, ils ne connaissaient pas la génétique. Aujourd'hui, en 2016, c'est une aberration scientifique, une aberration historique et une aberration sociologique que de faire cela. Voilà. Donc, désolé pour cette parenthèse, mais j'insiste, c'est important. Bref, donc le fait de demander à des gens leur race diminue leur performance dans des tests parce que ça les met, ça leur auto-suggère comme les autres avec le vocabulaire de vieux, ça les a rendus vieux quelque part. Ben là, le fait d'utiliser la race, ça les a mis dans une position de complexe d'infériorité. Donc moi, parce que là, le mec, c'est aux États-Unis que ça se passe, etc. Moi, en France, la question qui s'adapterait, enfin qui serait, pardon, excusez-moi, la question qui se rapprocherait de ce phénomène de demander la race, c'est la question que les gens demandent quand ils disent quelles sont vos origines. Ben, c'est pareil, c'est exactement le même problème. Faut arrêter de poser cette question-là. Les gens sont des êtres humains et on se fiche de savoir de quelles sont leurs origines ou leur race ou machin truc. Parce que déjà, leur race, ça n'a pas de valeur. Voilà. Ça n'a pas de vérité scientifique. Voilà, donc c'était le petit coup de gueule sur ce truc-là, mais un coup de gueule qui est quand même justifié. C'est quand même impressionnant. Ça veut dire qu'il y a un impact énorme sur les résultats scolaires, sur la discrimination à l'embauche, etc. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Alors après, voilà, je vous donne une petite devinette à vous de trouver la solution. Je vous donne pas la solution. Un homme et son fils ont un accident grave. Le père est tué et le fils est envoyé en salle d'urgence. Une fois arrivé en salle d'urgence, le docteur regarde l'enfant
et il s'exclame: cet enfant est mon fils, qui est le docteur. Donc ça, c'est dans le chapitre 3 ou 4, je sais plus, qui parle de ça. Le concept, c'est de réfléchir au fait que analyser sa propre créativité tue la créativité. À partir du moment où on analyse, paf, c'est fini, on perd la créativité, on perd la qualité d'imagination. Donc imaginer ou être créatif, c'est laisser libre cours, ne pas chercher à analyser. L'introspection, c'est un processus anti-créatif. Ça, c'est intéressant à voir. Bon, après, on pourrait parler encore longtemps, mais il faut que la vidéo fasse moins de 15 minutes pour que je puisse l'uploader. Donc, je vais aller rapidement à la conclusion. Donc, la conclusion, c'est qu'on se pose la question, quand est-ce qu'il faut utiliser la technique Blink, c'est-à-dire de ne pas réfléchir, et quand est-ce qu'il faut réfléchir? Et ben voilà la conclusion qu'il donne, et qui est quand même assez violente, c'est qu'en fait, pour les choix qui sont simples, il faut analyser avec la logique, mais pour les choix qui sont complexes, eh bien, c'est l'inconscient qui est le meilleur. C'est totalement contre-intuitif, c'est tout le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est sur cette déroutante information que je vais vous laisser. Si ça vous a plu, vous cliquez sur j'aime, vous partagez à tous les gens que vous aimez. Si ça vous a pas plu, vous cliquez sur j'aime pas, vous partagez à tous les gens que vous aimez pas. Donc dans tous les cas, vous partagez. Vous n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les interviews des lecteurs. Donc aujourd'hui, je rappelle qu'il y a eu les 3 suédoises. Pour ne pas rater les bibliothèques, je rappelle qu'hier il y avait la bibliothèque de Dubaï. Je rappelle également qu'il y a donc le défi 27 jours, 36 livres, qu'aujourd'hui c'était la 17e, que demain il y aura la 18e. Je rappelle également qu'il y a le défi de le tour du monde en 27 jours, aux 4 coins du monde, en fait, aux 5 coins du monde, puisque j'ai rajouté une étape. Voilà, donc kiffez, lisez des livres, mangez sainement, faites du sport, et kiffez, et méditez, et bref, kiffez la life.